Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Clément Bravo de la chaîne éponyme Clément Bravo sur YouTube. Alors Clément, je l'ai découvert, c'est un YouTuber que j'ai découvert assez récemment. C'est quelqu'un qui parle d'investissement, plus particulièrement sur la bourse. Et j'ai décidé de faire un épisode avec lui parce que en fait, il a une vision, notamment, vous savez que moi, je vous prône aussi la stratégie des ETF et du DCA. Et vous allez voir qu'avec avec Clément, c'est aussi son cœur de spécialisation. Donc, on va faire un épisode un peu sur les ETF, sa stratégie, et il va nous donner également quelques tips, comment suivre, comment choisir ses ETF, etc., etc. Salut Clément, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, c'est cool. Très Bah content. écoute, ça avec plaisir. Bah écoute Clément, on va enchaîner directement. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Je m'appelle Clément, j'ai 27 ans. Je suis kiné de profession, donc j'ai fait mes études là-dedans et j'ai fait 5 ans d'études. Ça fait 5 ans que je suis diplômé maintenant. Donc c'est ce travail-là qui me permet de vivre aujourd'hui et de, gagner ma vie. Et petit à petit, à force de mettre un peu d'épargne de côté, je me suis intéressé, aux investissements. Et de fil en aiguille, j'ai lu des bouquins, regardé pas mal de vidéos YouTube et j'en suis arrivé à créer ma propre chaîne YouTube où j'essaie de parler du coup d'investissement et plus spécialement de la bourse. Et donc on en discutera tout à l'heure. OK, ça marche. Kiné, ça va? Ça tourne, kiné en ce moment? Kiné, ça tourne toujours. Ça C'est, ça ça te prend du temps, comme activité, juste par curiosité personnelle? ça me prend entre 40 et 45 heures par semaine à peu près. Donc faut savoir que kiné dans la santé, on n'a pas trop de enfin, on connaît pas trop «la crise» entre guillemets. On a toujours des patients, je suis, complet, parfois plusieurs semaines à l'avance, donc c'est un emploi du temps assez, chargé. Ça me prend beaucoup de temps, mais après j'aime beaucoup ça, donc c'est un métier qui me plaît. J'avais choisi ça et j'ai toujours voulu faire ça, donc j'en suis très content. Magnifique. Comme quoi on peut, trouver sa voie aussi, tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes investissements? Est-ce que tu fais, de l'immobilier, de la bourse et on s'en est douté, un petit peu de crypto, peut-être des investissements alternatifs? Dis-nous un petit peu plus sur ce que tu fais au niveau des investissements. Alors au niveau de l'immobilier, donc j'ai commencé par l'immobilier, même si aujourd'hui je m'intéresse plus à la bourse. Au niveau de l'immobilier, j'ai commencé en 2019 et j'ai acheté ma résidence principale sur, la ville où j'habite. Donc alors pour la petite anecdote, c'était pas le meilleur achat que j'ai fait parce que j'ai acheté, cet appartement trop cher. J'étais pas du tout formé. Au final, il y avait un problème au niveau des cheminées et j'étais au dernier étage, donc j'ai eu des infiltrations d'eau. Donc derrière, ça a été 2 ans de galère, des sauts et Super. cetera. Donc comme quoi, on peut toujours, s'intéresser aux investissements même si on a foiré le premier. Donc ça a été mon 1er investissement immobilier. Je suis toujours dedans actuellement, donc maintenant, tous les problèmes sont résolus. Et ensuite en 2021, donc fin 2021, j'ai, acheté une partie d'un local commercial. Donc pour faire, simple, c'est en fait le local dans lequel je travaille. Donc pour expliquer un petit peu, en tant qu'associé kiné, on verse un loyer à une SCI et du coup, cette SCI m'appartient en partie. Donc l'un dans l'autre, je verse un loyer avec ma société de kiné que je récupère en revenu foncier. Donc c'est assez intéressant. Et Malin. donc ça, c'était ma dernière opération immobilière en 2021. Là, actuellement, ma copine a acheté du coup, c'est pas vraiment moi, mais on est en train de retaper un appart pour faire du locatif. Donc c'est, enduit, peinture et tout ce qui s'ensuit. C'est, une découverte pour moi et c'est du boulot, ça prend beaucoup de temps, Ouais. en Ah plus les de la kiné, travaux, de YouTube et tout. Ah, les ouais, travaux, c'est quelque chose, hein. Mais bon, ouais, tu m'étonnes. au moins, je sais ce que c'est et dans quelques temps, là, j'espère qu'on pourra acheter un appart un petit peu plus grand que celui-ci, donc repartir sûrement, faire un petit aller-retour en résidence principale peut-être. Donc vendre celui-là avec une plus-value et repartir sur un bien un peu plus grand, à rénover également et pour l'IMO, c'est pas mal, je pense. C'est déjà pas mal, ouais. C'est Ouais, ouais. déjà pas mal. Ensuite, au niveau de la bourse, alors j'ai commencé à m'intéresser à la bourse je dirais en 2019. Alors même avant ça, en fait, quand j'avais, 18 ans, je m'étais toujours un petit peu intéressé à ça, sauf que, j'avais pas une thune de côté, donc forcément, c'était un peu compliqué d'investir.
mais je m'étais intéressé à ça en surface. Ensuite, j'ai laissé couler, j'ai fait mes années étudiantes et quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, en 2019, je me suis intéressé à l'investissement et mon premier investissement sur les marchés financiers, ça a été via YoMoney. Donc, c'est une plateforme qui permettait d'avoir une assurance vie en gestion pilotée. Donc, la gestion pilotée, c'est en fait, ça vous permet de placer votre argent et l'entreprise va gérer votre capital pour vous. Et l'avantage de YoMoney, ce que j'avais trouvé à l'époque, c'était que les frais étaient assez faibles par rapport à ce qu'on pouvait trouver en banque. En banque traditionnelle, ouais. Exactement. Et c'était hyper transparent et je pouvais voir absolument tout ce qu'ils faisaient, les produits sur lesquels ils investissaient. Donc j'avais trouvé ça super. Et ça, c'était mon premier investissement. J'avais mis 1000 euros. 1000 euros et j'avais rien mis après comme versement mensuel parce que j'y connaissais rien, c'est bien dommage. Mais j'ai pas versé d'argent pendant quelques temps. Donc c'est resté à 1000 euros. Ça me faisait flipper d'avoir 1000 euros sur les marchés financiers. Je me disais, oh là là, je vais tout perdre, etc., etc. Et est arrivé le Covid. Et là, du coup, dans mon activité principale kiné, même dans la santé, on a dû fermer les cabinets. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et pendant le Covid, il a fallu. Du coup, je me suis arrêté pendant un mois et quelques. Et au bout de 15 jours, on se fait un peu chier. Donc, il a fallu trouver quelque chose à faire. Et je me suis retrouvé à saigner YouTube sur toutes les vidéos de bourse de Romain Payet, de Yann Darwin, de Xavier Fenot, c'était un peu plus trading, etc. Donc j'essayais Mhm. vraiment d'apprendre comme ça. Ensuite, je me suis acheté des bouquins, j'ai lu et j'ai mis le pied à l'étrier ensuite en achetant mes premières actions. Donc c'était pas des ETF que j'achetais en premier, c'était des actions. Et pour la petite anecdote, j'ai ouvert un compte de bourse. La première action que j'ai achetée, je l'ai achetée et je l'ai vendue, je pense, 5 minutes après, tellement j'étais flippé d'avoir acheté un truc que je comprenais pas. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, j'ai continué à me former et j'ai du coup un portefeuille aujourd'hui d'actions à dividendes. Donc stock picking, c'est une partie de mon portefeuille et ensuite j'ai une autre partie du portefeuille où je fais une stratégie à ETF. Donc ça me permet d'avoir alors moi j'aime la bourse, donc j'aime aussi le stock picking, choisir ses actions, etc. Mais je sais que c'est pas forcément le plus optimisé au niveau de la performance. Donc j'ai aussi un portefeuille à ETF dans mon PEA et aussi dans le compte titre qui me permet d'avoir une stratégie passive qui, j'espère, performera à l'avenir. Ouais. Ta stratégie ETF, on est plus sur du long terme, et le stock picking, t'es stratégie Alors long terme aussi ouais, ou... les deux sont long terme. Depuis que j'ai démarré, j'ai rien vendu si ce n'est pour arbitrer et réallouer mon portefeuille. Mais sinon, c'est uniquement long terme. Et on peut parler chiffres, hein, ça ne me dérange pas. Sur mon portefeuille à dividendes, je suis à environ 30 000 dollars investis. Donc du coup, c'est globalement sur les entreprises américaines, asiatiques aussi. Donc le portefeuille est en dollars. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir 830 dollars de dividendes à peu près par an. Donc ça fait un petit rendement sympa, mine de rien. Ah, totalement. Et sur mon portefeuille ETF, je suis à environ 12 000, je crois, euros. Donc c'est moins important. Mais si j'ai du capital qui rentre en plus avec mon activité YouTube qui se développe actuellement, ça ira plus sur la stratégie ETF pour essayer Ouais, tu vas abonder. d'équilibrer un petit peu, ouais, un petit Ok, peu plus les deux portefeuilles. ok, ça marche. Euh, un petit peu de crypto en plus de ça? Ouais, crypto. Donc crypto, j'en ai un petit peu. Alors on en discutait un petit peu tout à l'heure en off. J'investis sur un ETF crypto de chez Van Eck. En gros, Van Eck, c'est une entreprise qui fait des ETF. Et ils ont créé un ETF basé sur un indice qui est appelé Crypto Leaders, qui est géré par l'entreprise MVIS. Donc, alors je crois que c'est ça, mais je suis pas certain, mais je crois que c'est ça. Donc, qui est géré par cette entreprise-là. Et ça permet du coup de s'exposer grâce à un ETF aux 5, 6, 7 parfois cryptos les plus importantes au niveau de la capitalisation. Et c'est sur cet ETF-là que je fais mon DCA maintenant. Et ensuite, là, je suis aussi sur Stephen. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Alors, et je Donc, sais, alors je suis pas, je connais pas, j'en ai entendu parler et je me suis renseigné un peu. Je sais que c'est un peu en ce moment. ça a pas mal baissé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, Bah ça a justement, il me semble que c'est Asher qui a fait un épisode sur Stephen. C'est possible. Moi, il y a pas mal de youtubeurs, Julien Roman, etc., qui en ont parlé, qui sont dessus.
Mais c'est quand même un truc assez fabuleux parce que même si ça a baissé, et certes, on fait pas les rendements qu'on pouvait faire il y a quelque temps, on gagne quand même de la thune en marchant. Et ça, je trouve ça abusé. Donc pour ceux qui C'est sûr. comprennent pas, qui savent pas ce que c'est Stephen, en gros, Stephen, c'est une application crypto qui nous permet d'acheter un NFT. Donc un NFT, c'est un token non fongible, donc quelque chose d'unique qui vous appartient. Et ce NFT, c'est une basket. Et à partir du moment où vous avez une basket, vous avez une certaine quantité d'énergie, et avec cette énergie, vous pouvez aller marcher dans la rue. Votre application est connectée au GPS et ça vous permet de ramasser de la crypto. Et cette crypto, vous pouvez l'échanger ensuite contre du Solana, par exemple. C'est la blockchain du jeu, la blockchain native du jeu. Donc moi, tous les jours, je vais faire mon petit 20 minutes de marche. Je récupère mon, enfin mes GST, c'est le token du jeu. Mhm. Je les swap en Solana et ça me permet de faire 0,25 Solana par jour actuellement. Donc en fait, petit à petit, je fais des sols et quand j'arrive à Ah, c'est pas mal. 4-5, je swap en ETH ou un truc comme ça. Et du coup, bah, j'augmente mon bac de crypto comme ça, Ok. actuellement. C'est quoi le prix du NFT? Alors, le prix du NFT actuellement, alors moi, quand moi je l'ai acheté trop cher. Donc, en soi, mon retour sur investissement va être un peu T'es plus long que prévu. t'es abonné, toi? Mais, ah, ouais, je suis abonné, ouais. Mais bon, après, ça reste de la crypto et ça reste quelque chose que je vais dire qui est assez important aussi. C'est que c'était une allocation d'actifs. Enfin, sur mon allocation d'actifs globale, la crypto, c'est 2%, on va dire, actuellement. Donc, même si j'achète trop cher, même si je me plante, au niveau de mon patrimoine Ouais, total, ça me fait pas mal. exactement. Donc, c'est un peu la poche où je m'amuse et j'essaie de faire le truc qui va me faire un petit, peut-être x5, un truc comme ça, par exemple. C'est euh, c'est sur cette poche-là que je fais ça. Et du coup, je l'ai acheté, moi, 1 500 € à l'époque. J'en avais une. Ensuite, avec les gains que j'ai fait avec celle-là, j'ai pu en acheter deux autres. Donc, du coup, alors j'ai toujours mon investissement à environ 1 500. Mhm. Et ça m'a permis d'avoir trois baskets. Et quand on a trois baskets, on peut marcher deux fois plus. Donc, on ramasse deux fois plus de crypto, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, là, j'ai. Bah alors, la valorisation de mes baskets, elle s'élève à environ 20 sols. Donc, 20 sols, ça fait 20 fois, on va dire, il est à 40. 800 €. Donc mes NFT valent 800 et j'ai réussi à mettre de côté 300. Donc là, pour le moment, sur mon investissement initial, j'ai à peu près 1 100 €. Donc il me manque encore un petit peu pour faire mon retour sur investissement. Et derrière, ce sera Bon, en potentiellement que du sachant que bonus. du coup, ça fluctue aussi avec, par exemple, là, le sol, on sait qu'il était à 250 il y a quelques Ouais. mois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu les gardes, tu peux quand même aussi exploser. Ben, c'est exactement sur ça que je suis en train de jouer actuellement. C'est que le token du jeu, le GST, il est assez bas. Mais vu que le sol il est grave descendu aussi, le fait de les swapper, ça me permet de faire une grosse quantité de sol. Donc 0,25 par jour, c'est quand même pas négligeable. Ouais, non, c'est pas négligeable du tout. Je fais un sol tous les 4 jours. Et Ah, peut-être que dans un c'est an, pas deux mal. ans, 3 ans, si les cryptos réexplosent et que le Solana est toujours une crypto qui est dans le top 10 dans quelques années. Mhm. Et de toute façon, je veux Ouais, sur ça peut être pas mal, ouais. ouais, ça peut être pas mal. Je pense que ouais, c'est un bon. En sachant que voilà, t'as bien défini ton allocation d'actifs, c'est pas déconnant de tenter C'est ça, un hein. pari. Ouais, ouais. C'est un pari plus risqué C'est que ce que je fais au niveau de la bourse et au niveau de l'immobilier, mais c'est un pari à prendre. Et puis si ça marche, bah, tant mieux. Et si ça marche pas, bah, j'aurais testé et j'aurais perdu une Ouais, petite totalement, de partie de toute mon façon, dans tous capital. les cas. Et Exactement. il faut assumer ces conneries si on en fait. Tout à fait, tout à fait. Juste, je reviens vite fait sur ton ETF crypto. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, moi, c'est toi qui m'as fait découvrir. Je ne connaissais pas ce type d'ETF. Euh, Franchement, j'avais pas pensé. C'est vraiment top. En gros, cet ETF investit sur le top 7, c'est ça? Ouais, à peu près. Là, je En sais qu'il y sachant avait. il fait le switch dès que une crypto monte dans le top 7, il change Bah, et exactement. En gros, ils font la gestion pour vous. Donc, alors de mémoire, la dernière fois que j'ai regardé, parce que ça varie toujours en fonction de l'évolution des cours, ouais, bien mais sûr. la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 36% de Bitcoin, 20 et quelques d'Ethereum, il y avait aussi du BNB, il y avait du Solana, il y avait du ADA aussi, et du coup, ils créent leur propre Ouais, fonds en leur fait. petit C'est comme si cocktail on et achetait puis un. Voilà, exactement. Et du coup, ça nous permet d'acheter un seul produit
sur des courtiers qui sont Diversifié. sécurisés. Ouais. Parce que aussi, il faut dire qu'en crypto, il y a la sécurité quand même sur les plateformes, c'est coup-ci coup-ça, même si aujourd'hui elles sont quand même beaucoup plus sécurisées qu'il y a quelques années. Il y a quand même encore des hacks, il y a, dès qu'on part sur des trucs un peu farfelus, finances décentralisées, etc., Ouais. on peut vite perdre les fonds. Suffit juste qu'on se plante au niveau de, par exemple, L'adresse? d'une Du adresse Ouais. pour envoyer des cryptos et c'est fini. Là, ça me permet d'investir sur l'écosystème crypto. C'est plus ça, c'est comme ça que je le vois. En fait, cet ETF me permet d'investir sur l'écosystème crypto que je garderai à long terme, tout en ayant la sécurité d'un courtier qui est régulé et qui, avec aussi un ETF, enfin les ETF ont aussi des régulations au niveau, pour pouvoir être proposés sur les marchés financiers. Donc au niveau sécurité, ça augmente un petit peu, enfin, cet ETF augmente un petit peu la sécurité pour investir en crypto. Et après, je fais Stepen, etc. Pour le côté un peu OK, plus pari. ça marche. Bon, Mais on a bien exploré la crypto du coup. Avant de passer à la suite, tu as des investissements un peu original, un peu alternatifs? alors du coup, à part Stepen, non. Là pour le Non? moment, j'ai pas trop d'investissements alternatifs. Après, j'y pense parce que j'ai discuté avec des personnes là, sur ma chaîne qui investissaient dans le vin par exemple, et je trouvais ça super intéressant. Donc je me suis pas encore intéressé parce que pour moi ça doit pas être la base et le fondement de Ouais, ouais, l'investisseur. ouais. Ça sera plus quand j'aurai un patrimoine qui évoluera. Après, je m'intéresse de plus en plus au private equity aussi. Donc l'investissement sur des boîtes non cotées, qui peut être très intéressant parce que du coup, à force de creuser, j'ai aussi appris qu'on pouvait investir sur des fonds de private equity, donc Ouais, essayer d'éliminer totalement. le risque spécifique. En gros, le risque spécifique, c'est quand, par exemple, vous voulez investir sur une boîte précisément, et on sait que les startups et les petites boîtes, eh ben, il y en a 2 sur 3 qui plantent. Ouais. Donc il y a un risque d'échec assez élevé, alors que quand on va sur un fonds, bah, du coup, il y a une multitude d'entreprises Ouais, c'est plus diversifié. diversifiées, exactement, beaucoup Le plus. le risque est moindre. Exactement. Bah, du coup, c'est un peu, ça rejoint un petit peu les ETF, hein. On va prendre un fonds pour être diversifié, pour réduire le risque spécifique et avoir une performance intéressante. Donc, je m'y intéresse de plus en plus. Et après, moi, dans quelques années, je pense que une petite voiture de collection aussi, ça m'intéresserait pas mal. Donc ça, c'est assez alternatif. C'est pas très écolo, mais Faut ça serait Ouais. le plaisir, le petit plaisir. OK. Hem, Avant de continuer cet épisode, je vais te poser 2 petites questions. La première, c'est on va faire un petit focus sur, l'éducation financière en France, l'éducation globale un peu en France. T'en penses quoi pour toi? Le système scolaire français, il est bien, il est pas bien? Tu penses quoi? Bah, je pense qu'il y a des soucis. Mais moi, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir la place légitime pour parler de ça. Après, si on va sur l'éducation financière en France, c'est pour ça que je me suis lancé et c'est un peu mon pourquoi par rapport à tout ce que je fais sur YouTube, sur Instagram et tout ça. C'est que on nous apprend, alors plus ou moins bien, du coup, ça dépend des voies et de ce qu'on fait, mais on nous apprend à gagner de l'argent. Par contre, on nous apprend pas quoi faire de cet argent après. Et je trouve ça hyper dommage parce qu'aujourd'hui, on parle de la retraite à 65 ans, mais je suis certain que si euh, la majorité des gens avaient mis les bonnes choses en place au bon moment, peut-être qu'ils devraient travailler jusqu'à 65 ans, mais ils devraient travailler sûrement dans des meilleures conditions et sachant que leur retraite serait assurée depuis bien longtemps. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai envie d'essayer de développer et de démocratiser l'investissement en bourse, même en immobilier, pour que les personnes de ma génération et même celles d'en dessous puissent mettre en place des actions qui font que derrière, ils seront tranquilles. Chacun avec ses moyens, parce que forcément, quelqu'un qui gagne 1 500 € aujourd'hui, il peut pas investir pour être millionnaire dans 30 ans. Mais Alors tu sais quoi? Tu viens de dire quelque chose que je dis tout le temps dans mes épisodes. Il faut pas vendre du rêve. Bien sûr qu'une personne moi je suis persuadé, de toute façon j'en suis la preuve parce que quand j'ai commencé, je bossais au McDo, en parallèle de mes études, je gagnais 800 balles et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'en suis persuadé. Tout le monde peut s'en sortir. Il faut juste se donner les moyens, il faut sortir les doigts. Mais une personne qui gagne 1 200, elle peut aussi autant réussir qu'une personne qui gagne 3 000. Par contre, réussir en 2 ans, en 3 ans, franchement, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. mais
Aussi et sûrement pas avec l'investissement en bourse. C'est pas ça qui va nous rendre qui va rendre riche quelqu'un qui gagne, 1 500 €. À la limite, l'immobilier, bah, du coup, ça fait un petit peu le parallèle avec la question que tu voulais me poser aussi. Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour investir en bourse? Alors pour moi, pour, investir en bourse et compter sur ça pour plus tard, il faut de l'argent. C'est important parce que pour moi, la bourse, il y a 3 facteurs clés. Il y a un, l'épargne que tu as à mettre en bourse. Donc si tu peux mettre que 100 €, ça va être très compliqué pour toi d'arriver à mettre, assez de capital pour, que dans quelques années, ça te rapporte une rente. Le deuxième paramètre, c'est la performance. Donc ensuite, ce paramètre-là, il est toujours à coupler avec le risque. Donc quand tu as un tout petit portefeuille, beh, forcément, tu essaies d'aller sur des actifs très risqués et c'est ce qu'on voit avec, les cryptos, hein, tu essaies de faire du x10, du x100 et Ouais, cetera ouais. parce que, tu as envie de changer de vie rapidement. Plus tu as de capital, moins tu peux prendre de risques et si tu fais du 8-10 déjà, c'est excellent. C'est Donc c'est propre, ouais. c'est le deuxième paramètre et le troisième paramètre, c'est le temps. Donc forcément aussi, si on démarre à 50 ans, c'est très compliqué. Si on démarre à 30, entre 20 et 30 ans, déjà, on sait que pour la retraite, on peut faire des choses très bien. Donc il y a ces Ouais, trois on peut mettre des piliers-là. choses en place, ouais. Exactement. Les 3 sont interconnectés, mais pour moi, le un des plus importants, au moins à la base, c'est quand même le capital. C'est il y a une énorme différence entre investir, 100 € par mois et 1 000 € par mois, par exemple. Ah, Ce serait il y a ça pas serait photo, il y a pas Ouais, photo. De ça serait toute mentir façon, de dire qu'avec 100 € par mois, on peut, devenir, millionnaire, avec la bourse. de toute façon, avec la bourse, il faut compter sur, l'effet, exponentiel. Au tout début, ça va prendre du temps, on va pas voir les résultats et puis, bah, petit à petit, effectivement, ça va commencer à aller un peu plus gros, un peu plus gros et c'est ça, en fait, c'est la magie, des effets cumulés, des intérêts cumulés. Et c'est très fourbe Ouais, c'est ça. parce Au qu'on les voit début, pas. ouais, c'est ça. Au début, tu mets, bon, OK, tu mets, mais il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose et c'est à partir d'un certain nombre d'années que, bah, ça va commencer, à exploser et je reviens juste sur, ce que tu dis, ne pas commencer en bourse. Ça, j'ai la même vision que toi. Je pense que, surtout pour quelqu'un qui commence vraiment, de base avec un SMIC, pour moi, la meilleure stratégie, ça reste quand même l'immobilier en 1 plan. Tout simplement parce que voilà, Quand on est, l'avantage de l'immobilier, c'est que tu es capable de lever de la dette avec rien. Tu exactement. lèves du capital, même si, bon, je le recommande pas, mais même si tu as 0 sur ton compte, tu es quand même capable derrière d'aller lever 100, peut-être 200 000. Mais tu Alors vois. qu'avec la bourse, Exactement. Et le fait d'avoir discuté avec Jérémy Pajot, ça m'a encore plus, ouvert les yeux parce que lui, du coup, il est, à fond dans ce sens-là, que l'immobilier, ça doit être, le la première chose à faire si tu veux «t'enrichir vite» entre guillemets. Parce que tu peux lever de l'argent à la banque et avec la bourse, si tu fais 10 sur 10 000 €, tu vas faire 1 000 €. Alors qu'avec l'immobilier, si tu empruntes disons 100 000 €, que tu arrives à faire 10 sur ces 100 000 € là, qui en plus ne sont pas à toi, tu t'enrichis de 10 000 € par an, ouais, en gros. c'est Donc magique. c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est souvent, si tu le fais bien, remboursé par un autre. Et en plus de ça, tu t'enrichis plus vite qu'avec ton propre capital. Donc c'est hyper intéressant. Ouais et puis il faut surtout, heu, rester lucide. C'est-à-dire que, OK, tu commences avec l'IMO, mais tout ce que tu viens, dégager en plus, ce qu'on appelle le cash flow positif, une fois que tu as tout remboursé, que tu as payé tes impôts, il te reste une somme si tu as bien investi. Cette somme-là, faut pas la prendre, faut pas l'utiliser. Moi, la stratégie quand j'ai commencé, bah, c'était que tout l'argent que j'avais en surplus, ça partait en bourse. Pour moi, c'était indolore parce que je sortais pas de l'argent réellement de mon compte. C'est de l'argent un peu gratuit que j'ai abondé sur mon PEA et j'ai laissé comme ça, j'ai laissé comme ça Mais et c'est là puis, que se matérialisent les effets, enfin ouais, l'effet cumulé, les intérêts composés. Tu fais des intérêts sur des intérêts. exactement, Et là, tu rentres dans la boucle de ce que font les riches, entre guillemets. C'est que l'argent amène de l'argent. Et plus t'en as, plus totalement. c'est facile. C'est c'est Et après, exactement ça. il y a un autre levier aussi que moi, je suis en train de découvrir. C'est moi, je gagne bien ma vie avec mon métier de kiné. Il y a pas de souci là-dessus, ça m'a permis d'investir. Mais un autre levier aussi pour aller plus vite et s'enrichir, c'est bah, le business, hein. On sort un petit peu Ah ben, de l'investissement, mais c'est pour moi les deux choses qui peuvent enrichir quelqu'un aujourd'hui.
rapidement, c'est l'immobilier, mais il faut passer, de toute façon, dans les 2 cas, il faut passer du temps, mais l'immobilier et le business. Le business, je pense que c'est là que tu peux générer en fonction de ton business, peu importe, mais il y en a qui sont beaucoup plus lucratifs que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui est vente de produits dématérialisés. Mmh. C'est quelque chose que tu crées une fois. Si tu le fais avec passion, tu peux très vite, toucher, ta cible et faire adhérer les gens à ta vision et derrière, tu peux faire, franchement, tu peux Et exploser. il y a des leviers, super puissants derrière parce que tu crées un produit qui plaît. Derrière, les gens en parlent, tu fais de l'affiliation avec, des personnes et cetera. Tu peux, augmenter, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais tu peux augmenter tes revenus, de manière, énorme. Et Mmh. aujourd'hui, bah, c'est ce que j'essaye de faire avec YouTube, par exemple, pour que ce soit un autre levier, qui me permette d'investir plus. Et bon, là, je viens de tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu les statuts de ma nouvelle société, donc j'en suis en 6 mois à monter une société parce que j'ai rentré du chiffre d'affaires et qu'il faut le déclarer. Donc comme quoi, Malheureusement. ouais, malheureusement. Bon, j'ai l'habitude en tant que kiné libéral, Ouais, ouais, je t'inquiète me doute, je me doute bien. que des sous, j'en donne, hein. Moi, je refais faire les trottoirs de la ville, je te le dis, hein. Et, heu et du coup, ouais, j'ai bah, vu par moi-même qu'en 6 mois, on arrive à faire des choses super intéressantes en du coup, petit business que je suis actuellement, hein, mais je me dis, si je continue dans ce sens-là, ça peut être un tremplin. Bah, après, c'est aussi pour ça que je suis venu vers toi, parce que moi, j'ai bien aimé ta transparence. Tu sais, c'était quand même quelque chose d'assez différent. Il y a pas de chichi, pas de blabla, il y a pas de: «Ah», au lieu d'aller tu vas directement à l'idée concrète, tu vois? C'est ça que j'aimais bien, au lieu de faire du blabla pour, comme ça, tu vois? Mmh. Et moi, j'ai bien accroché, j'ai bien accroché à ta chaîne et du coup, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui parce que je trouve que ta vision est pas mal et en même temps, si ça peut te faire aussi un petit peu de pub, écoute, moi ça me fait plaisir. Bah, c'est cool. Bah, de toute façon, moi, enfin, il y a rien qui me fait plus plaisir que les gens me disent, enfin, qu'ils ont bien aimé mon contenu et tout. Là, sur Instagram, pareil, je reçois pas mal de messages, comme quoi, la transparence que je montre dans mes vidéos, ça plaît pas mal. Donc c'est cool parce que, bah, moi, je suis, le mec, «lambda» entre guillemets. J'ai un bon métier, j'ai une situation stable, mais je suis pas, enfin, Ouais, je ouais. démarre, d'en bas comme tout le monde, hein. Et petit à petit, bah, j'essaie d'emmener les gens avec moi, hein. Donc si ça peut en aider quelques-uns, franchement, ça serait super cool. Yes, je comprends bien. Bon, on va recentrer un petit peu parce qu'on est un peu parti, En sur live. du hors route. Dis-moi, est-ce que tu as fait des erreurs dans ton parcours d'investissement? À part ta résidence principale? Bah, du coup, ouais, ma résidence principale. Ensuite, du coup, au niveau bourse, franchement, mis à part, bon, au début, là, c'était plus, une erreur. C'était pas vraiment une erreur, c'était un coup de flip, quand j'ai acheté et revendu direct ma première action, là. Mais sinon, sincèrement, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai pas fait de grosses erreurs pour le moment. Je me suis pas essayé au trading parce que je savais que c'était un métier à plein temps et que j'allais pas y arriver. Donc tout ce qui est, court terme, moyen terme, j'ai pas fait. Ma stratégie ETF, elle a été alors j'ai fait une petite erreur au début, j'ai essayé d'aller sur des secteurs spécifiques dans mon PEA. Donc j'utilisais des ETF par exemple, sur la santé, des ETF sur le luxe, des ETF sur, tout ce qui est consommation et cetera. Ça jusqu'à il y a pas très longtemps et là j'ai fait un rééquilibrage pour aller sur des zones géographiques, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, ouais, Mais ouais. mon erreur ça a été que de choisir ces secteurs-là, j'ai voulu, centrer mon allocation sur quelques secteurs et j'ai manqué le seul secteur qui a fait, qui a cartonné, sur le début d'année, c'est-à-dire l'énergie. Donc en fait, à vouloir aller chercher les secteurs qui pourraient potentiellement performer plus, bah, je me suis foiré et en fait, j'ai enlevé, le seul secteur qui a performé. Heureusement, dans mon portefeuille à dividendes, j'avais quelques-unes qui étaient dans ce secteur-là, mais c'est con. Enfin, je me dis, Ouais, ouais, ouais. j'ai fait un réarbitrage de mon portefeuille pour aller sur des indices plus larges, géographiques et heu et voilà. OK. Ouais, du coup, je te pose cette question parce que, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, au début au début quand j'ai commencé, il me semble, hein, franchement, j'ai plus vraiment le montant en tête, mais je pense qu'on est autour de 3 000 euros. J'ai voulu investir en bourse, 3 000 balles. J'étais pas formé, je connaissais absolument rien. J'ai regardé, 2-3 trucs comme ça, je me suis dit: «OK, c'est pour moi». Franchement, je me suis pris pour, pour John Wick. Je me suis fait couper
en 3 semaines, je crois, j'ai perdu 3000 balles et, Ouais. heu, et ça m'a coupé. J'ai eu franchement, je pense de mes 18 à 22 ans, après j'ai plus touché à la bourse et pour moi, je me disais que c'était de la daube. Mmh. Ceux qui investissaient en bourse, c'était n'importe quoi, et cetera, et cetera. Et seulement un peu plus tard, après, avoir pris un peu de maturité, on va dire, que je me suis, recentré un peu sur la bourse. J'ai vraiment regardé les trucs, j'ai lu des livres, heu et je me suis relancé dedans. Et depuis, alors écoute, je touche du bois, ça va, je subis des Bah, c'est crises bien, comme c'est tout le top. monde, Bah mais oui, ça fait partie du jeu. mais voilà, plus Mais d'erreurs non plus, grossières. à partir du moment déjà où on switch notre horizon d'investissement sur du long terme, même si on fait des erreurs au niveau du choix de nos actifs, de ce qu'on met dans notre portefeuille, il y a très peu de chances que ça se passe mal. Parce que de toute façon, alors il y a certains secteurs qui sous-performent, d'autres qui surperforment, et cetera. Mais à très long terme, dans tous les cas, si on alors c'est ce qui s'est passé dans le passé et on peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, mais ça monte. Donc très peu de chances de se foirer. Après, il y a, faire comme le marché ou un peu moins que le marché, ça c'est différent. Mais, déjà quand on switch, cet horizon d'investissement, ça change beaucoup de choses. Et après, si on regarde, l'investissement en bourse des gens, enfin je sais pas, tonton Jacques, qui a 50 ans, qui a travaillé toute sa vie chez Sanofi, par exemple, beh, il a tout par exemple, toutes les actions, tout son portefeuille sur du Sanofi, par exemple. Il y a très, très peu de personnes qui ont des portefeuilles, bien faits, Diversifié, ouais. diversifiés et ça, c'est un gros risque, hein. Ouais, totalement, ouais. C'est s'exposer à un risque, c'est ouais, si tu prends pas le chemin de la diversification pour essayer de un peu, équilibrer, Bah, ton c'est ça. marché. Et c'est comme, il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois, je parlais avec un investisseur, et son portefeuille, il avait que que des, que des actions du même marché. Par exemple, il avait du Casino, il avait, donc le groupe Casino, il avait, Ouais. Carrefour, je sais plus c'était quoi le troisième, mais je lui dis: Ouais, mais «Mais toujours ça sert à rien. Imaginons demain, il se passe quelque chose sur le marché, au lieu de chuter une seule action, tu vas chuter les 3. Je dis: «Ça sert à rien, juste t'en prends un et puis voilà, il faut diversifier». et c'est là que l'attrait des ETF, c'est énorme pour les particuliers qui s'intéressent pas forcément à la bourse, Mmh. mais qui veulent investir intelligemment. Eh ben écoute, justement, tu vois, tu fais la transition, toute Toute faite. faite. Tu as vu ça? Alors vas-y, explique-nous un peu c'est quoi un ETF? Alors un ETF, c'est un produit financier qui va vous permettre de suivre, un panier d'actions. Par exemple, enfin en tout cas ou un panier de produits financiers. Donc par exemple, vous voulez suivre, un indice très large, par exemple le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous pouvez, grâce à un ETF, acheter un seul produit financier, ce sera l'ETF S&P 500 et suivre l'ensemble du marché, du S&P 500 grâce à celui-là. Et ensuite, il y a des ETF pour tout, hein. Il y a des ETF pour les actions qui sont sur les indices. Il y a aussi des ETF sectoriels. Il y a des ETF sur les obligations, donc les titres de dette. Donc aujourd'hui, il y a des ETF pour tout et ça vous permet de créer un portefeuille ultra diversifié en quelques produits financiers, souvent un portefeuille diversifié pour un investisseur particulier avec grand maximum une dizaine d'ETF. Vous pouvez couvrir déjà des milliers et des milliers d'entreprises. Donc c'est vraiment une révolution au niveau de l'investissement des particuliers, je pense, qui permet, enfin qui facilite énormément l'investissement en Mmh. bourse. Moi, je confirme, il me semble que j'ai 5 ou 6 ETF maximum, C'est ça, hein, moi et je sur. suis, heu, quasiment sur, bah, c'est simple, hein, j'ai le Nasdaq, Mhm. j'ai, S&P 500, j'ai, les marchés, asiatiques émergents. Ouais, J'ai quoi d'autre? Il me semble que j'ai la santé en Europe. ouais, le HLT. Ouais, et j'ai quoi d'autre? C'est quoi le dernier? Je l'ai plus en tête, mais ouais, je suis exposé sur 5 et je couvre sincèrement une bonne globalité, du marché mondial. Bah, c'est ça, hein. À partir du moment, alors déjà, si on prend l'ETF World, donc l'ETF World, c'est un Ah ETF oui, qui oui, va vous il y a permettre de l'ETF World, suivre. oui, bien sûr.
qui va vous permettre de suivre les 1600 entreprises mondiales. Donc ça vous permet de suivre le marché mondial au niveau de la bourse. Donc à partir de là, déjà vous pouvez quasiment tout suivre avec un seul ETF. Et ensuite, si vous voulez optimiser un petit peu plus ou faire une répartition qui vous correspond un peu plus, on peut aller sur du S&P 500, sur du Eurostock 600, donc les 600 plus grosses entreprises européennes. On peut aller sur les marchés émergents. On peut aller sur les marchés émergents asiatiques pour exclure potentiellement l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Mhm. On peut aller sur du Russell 2000. Le Russell 2000, c'est un indice qui regroupe les 2000 petites capitalisations américaines. Donc comme ça nous permet aussi de diversifier en taille d'entreprise. C'est hyper important parce que du coup, le S&P 500, c'est que des grosses entreprises. Le Russell 2000, c'est que des petites. Donc ça permet qu'ils ne réagissent pas tout le temps pareil. Mhm. Donc ça permet de diversifier. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ETF? Je pense que c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal, ouais. Après, j'en ai sur le compte titre, par contre. Pour avoir des ETF un petit peu plus spécifiques, pour aller sur des. Alors, c'est une petite partie de mon portefeuille, mais par exemple, j'ai sur des ETF World Momentum. Donc, ça permet. Alors, ça, c'est les ETF aussi, c'est hyper intéressant. C'est que ils vont prendre l'ETF World et ils vont rajouter un facteur supplémentaire. En l'occurrence, ça peut être le momentum. Donc, le momentum, ça veut dire qu'ils vont sélectionner uniquement les actions qui sont dans un momentum haussier, donc qui sont tendance haussière en fait. Et il y a d'autres facteurs qu'on peut ajouter à l'ETF World, par exemple la qualité. Donc l'ETF World Quality, il va prendre uniquement les actions avec une qualité supérieure aux autres, Mhm. que la crème de la crème. Et on peut, du coup, avec les ETF, aller chercher des secteurs très précis comme ça. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'allais te poser pourquoi les ETF. Bon, je pense que tu en as quand même, t'as quand même assez répondu, assez bien répondu. Bon, ouais, pour faire un petit Diversifique. résumé, la diversification, et parce que c'est super simple. Ouais, c'est Et que, ça. au niveau, si on prend les études aussi au niveau scientifique, si on fait un backtest un petit peu sur ce qui s'est passé dans les années, depuis une vingtaine d'années, un portefeuille diversifié en ETF que vous gérez vous-même permet d'avoir des frais beaucoup moins élevés aussi. Donc ça, c'est un point que tu voulais aborder, mais ça permet d'avoir des frais beaucoup moins élevés qu'un investissement à la banque. Et c'est simple à gérer, vous êtes diversifié et vous performez souvent mieux que des fonds qui sont gérés activement. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est pas compliqué et vous allez avoir une performance potentiellement meilleure. Ouais. Alors, si vous êtes intéressé, il y a quelques épisodes, je parlais des ETF. Vous pouvez aller regarder dans les commentaires du podcast. J'avais mis l'étude Spiva. Euh, donc, c'est ce que Clément était en train de nous citer, où cette étude nous montre que, effectivement, les ETF, ça a été prouvé que ça surperforme, mais c'est mieux qu'un fonds qui est géré. Alors que vous pouvez le faire chez vous, depuis votre téléphone, depuis votre canapé, grosso modo. C'est ça. Alors, stratégie ETF, solide sur du long terme, plus du court terme. Bon, on a déjà partiellement répondu, hein, vision long terme, les ETF. Pourquoi cette vision long terme, Clément? Vision long terme parce que les intérêts composés vont rentrer en jeu. Donc, quand vous détenez un ETF, il faut savoir que l'ETF, il a un rendement. Et ce rendement, il ne va pas vous être versé à vous. Donc, le rendement, ça va être les dividendes des entreprises. Il ne va pas être versé à vous, il va être réinvesti par l'ETF. Donc, ça crée une sorte d'effet boule de neige, en plus de la croissance des entreprises à l'intérieur. Et cet effet boule de neige augmente petit à petit. Et souvent, ce qu'on voit sur les marchés financiers, c'est des courbes exponentielles. Donc, être investi sur le long terme, vous avez beaucoup plus de chances de performer que essayer d'investir sur le court terme et de choper des petites variations, d'essayer d'acheter en bas, revendre en haut. C'est beaucoup moins performant que garder sur le long terme. Et il y a quelque chose d'autre aussi que j'avais dit dans une vidéo qui me revient, c'est que les ETF, du coup, si vous créez un portefeuille ETF long terme, que vous restez investi de manière tout le temps, vous avez beaucoup plus de chances de performer correctement et de faire mieux, ou enfin en tout cas au maximum de ce que fait le marché. Parce que si vous ratez les meilleurs jours de bourse dans l'année, il y en a, on va dire, si vous ratez les 15 meilleurs jours de bourse, vous avez une performance pourrie. Mais Ouais, pourrie. Et du coup, c'est vachement en la faveur de rester investi. Parce que du coup, si vous manquez ces jours-là, on passe de 8% de moyenne sur le S&P, je crois, à 1-2%.
Donc, Ça fait, ça ça, fait ça mal. fait, ouais, et ça, c'est une étude qui a été faite sur quand même quelques années. Donc, ça a un bon recul et faudrait retenir que ça presque. Ouais, clairement. Euh, Bah, du coup, ça enchaîne bien encore une fois sur la méthode du DCA. Tu peux nous expliquer grosso modo c'est quoi le DCA? Surtout l'efficacité. On sait que là en ce moment on est au mois de juin 2022. Bon, ça se casse un peu la gueule un peu partout. En quoi c'est utile le DCA à l'heure actuelle? Alors, le DCA, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Dollar Cost Average. Donc, l'objectif de cette méthode, c'est que vous allez investir la même somme d'argent sur un intervalle de temps régulier. Par exemple, j'investis 200 euros le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, le 1er mai. Tous les premiers du mois, vous allez investir la même somme. Cette méthode, elle est ultra efficace parce que vous allez investir comme un robot et vous allez éviter d'essayer de timer le marché. Donc, justement, d'essayer de choper le point bas pour vendre plus haut ou attendre que ça baisse parce que c'est trop haut, patati patata. Vous allez investir tout le temps au même moment et du coup, ça vous évite. Enfin, vous allez investir quand le marché monte. Donc, parfois, vous investirez quand le marché ça sera trop cher. Mais vu que vous allez investir tous les mois, parfois, vous allez investir, comme c'est le cas actuellement, sur des valorisations qui sont beaucoup plus basses. Donc là, en l'occurrence, le S&P 500 a fait moins 20% depuis le début de l'année. Et toi, comme moi, vu qu'on fait du DCA tous les deux, en fait, on suit la baisse. Donc, petit à petit, on investit pendant cette baisse et ça nous permet de descendre notre prix moyen sur les produits financiers qu'on a achetés. Et ça nous permet du coup d'obtenir un prix moyen en fait sur les actifs qu'on a achetés. Ouais, c'est Et ça. ça surperforme souvent le fait de, par exemple, une personne si elle avait démarré en janvier sur les investissements boursiers, qu'elle avait mis 100 000 euros en janvier sur la S&P 500, aujourd'hui elle serait à 80 000, elle aurait fait moins 20. Alors que quelqu'un qui aurait investi peut-être, je sais pas moi, 10 000 euros pendant 10 mois, elle aurait fait moins 20% sur les peut-être les 50 000 premiers euros, mais elle aurait abaissé son prix moyen d'achat et peut-être qu'à long terme, ça surperformera la personne qui a investi en une seule fois. C'est exactement ça. C'est en gros, vous achetez en bas, vous achetez en haut, vous achetez en bas. Et puis, en reliant tous ces points, ça nous fait un point lissé qui se situe dans la moyenne. Donc, on n'a ni acheté trop haut, on n'a ni acheté trop bas. On a acheté grosso modo dans la moyenne. Euh, Clément, est-ce que tu peux nous dire un peu, alors là, je vais quand même mettre des guillemets. Euh, Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de, on vous conseille pas d'investir dans tel ETF ou dans tel ETF, etc. De toute façon, comme d'habitude, les amis, vous êtes responsables de vos choix. On va parler de comment choisir son ETF, comment tu fais, qu'est-ce que toi tu mets en place pour choisir ton ETF. Et donc, je le répète, les amis, vous faites vos choix en connaissance de cause. Voilà. Alors, du coup, il y a quelques critères à respecter pour choisir un ETF. Donc, déjà, le premier critère, c'est savoir sur quoi vous voulez investir. Donc, il y a des ETF qu'on en a parlé tout à l'heure, S&P 500, il y a un ETF CAC 40, un ETF Nasdaq, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez choisi cet ETF, en tout cas l'indice que vous voulez suivre, il y a plusieurs émetteurs qui existent. Donc, pareil, si vous tapez émetteur ETF, vous allez tomber sur sûrement les plus sérieux. Donc, vous allez avoir Amundi, vous allez avoir Lixor, vous allez avoir iShares, Vanguard, etc., etc. Donc, il faut rester quand même sur des émetteurs solides, parce que Mhm. souvent, ces émetteurs-là font des ETF qui ont des capitalisations assez élevées. Donc, et ça, c'est aussi un critère important, c'est que plus la capitalisation de l'ETF est élevée, plus il va être liquide. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter et vendre facilement. Vous n'allez pas vous retrouver sur un tout petit ETF et ne pas pouvoir vendre votre position, par exemple, au bout d'un certain temps. Donc, ça, c'est un autre critère qui est important. Ensuite, du coup, alors, s'il est capitalisant ou distribuant, ça c'est hyper important aussi. En fonction de comment. Alors, il y a deux façons d'apprendre les ETF. Soit vous voulez capitaliser, vous êtes assez jeune et du coup vous voulez que les dividendes soient réinvestis sans frottement fiscal et du coup vous choisissez des ETF capitalisants.
Soit vous êtes proche de la retraite, vous voulez une rente, par exemple, et vous pouvez choisir des ETF distribuants, et du coup, ces ETF vont vous distribuer les dividendes. Donc, ça peut être très bien pour une personne qui veut avoir une rente. Mhm. Ça, c'est un critère aussi à prendre en compte. Et ensuite, alors, un truc aussi Le important, secteur? ouais, oui, le secteur géographique, tu veux dire? Ouais, enfin, Ouais, le du coup, là, choix, ouais, vas-y, vas-y. le choix de, par rapport à votre affinité, grosso modo, parce que bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des ETF pour absolument tout. Tu peux, il me semble que tu peux, il y a des ETF sur tous les marchands d'armes, il y a des ETF sur les drones, il y a des ETF Ouais, surtout, hein. sur l'eau. Voilà, en fait, après, voilà, il y a vraiment vous et votre affinité par rapport à certains secteurs. Moi, je sais que je suis pas trop sur des secteurs vraiment très précis. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, Nasdaq, S&P 500. Toi, Clément, tu as cité Stock Le Russell 600, 2000, le Stock Russell 600, ouais. 2000. Bon, ça fait déjà quand même deux trois critères pour choisir son ETF, c'est déjà pas mal, non? Après, les frais aussi. Là, je viens d'y penser, mais Ah les oui, frais sont exactement, ouais, importants. les frais. Alors, En moyenne, les frais, un avantage indéniable des ETF, ouais, c'est les frais, mais tu as par aussi rapport quand aux même banques. par rapport aux banques, mais tu as quand même aussi Parce une que, différence par rapport aux ETF eux-mêmes. oui, entre les, alors, tous les ETF n'ont pas les mêmes frais. Ça, c'est important de le savoir. Un ETF, alors, on va dire, grosso modo, plus il va être difficile de gestion. Par exemple, un ETF World va souvent avoir plus de frais qu'un ETF, par exemple, CAC 40, où il n'y a que 40 entreprises à Mhm. gérer. Donc, en moyenne, les frais sont de 0,3%. Au-dessus de 0,5, ça commence à être vraiment assez élevé. Il y a des ETF qui sont. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais un ETF sur l'énergie verte, donc sur tout ce qui était renouvelable, enfin, énergie renouvelable et tout. Il était à 0,65% de frais. Donc, c'était assez élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai stoppé avec cet ETF parce que les frais étaient trop élevés par rapport à mes critères. Donc, Alors, ça, c'est un point à prendre en compte aussi. je me permets juste de te couper, parce que là, ça peut paraître, sorti de ce contexte, ça peut paraître Ouais. tellement rapace. Ouais, 0,3, 0,6, t'abuses. Sauf que, les amis, il y a quelque chose quand même à comprendre. C'est que, effectivement, là, maintenant, pour vous, ça vous paraît rien, cette différence de 0,3%. Mais le problème, c'est que il faut vraiment raisonner long terme. C'est que peut-être que là, aujourd'hui, 0,3%, c'est pas grave. Par contre, on garde cette stratégie long terme et exponentielle. Tout à l'heure, on parlait de résultats exponentiels. Il faut savoir que les frais, eux aussi, sont exponentiels. C'est-à-dire que la différence de 0,3, ça peut vous faire vraiment une belle somme à la fin de votre investissement. Donc c'est pour ça que c'est pas négligeable. 0,3%, c'est pas négligeable. 0,6, 0,7, c'est vraiment excessif. Enfin, c'est pas excessif, mais c'est quand même pas mal en frais pour un ETF, Mais personnellement. c'est pour ça que les ETF aussi. Alors là, on est en train d'optimiser un maximum pour justement éviter bah, les frais et l'impact que ça peut avoir sur notre capital à cause des intérêts composés. Parce que tu l'as dit, tu l'as très bien dit, mais par exemple, si on prend une petite simulation, qu'on a des frais de 1,5% d'un côté et 0,5% de l'autre, au début, vous n'allez pas le sentir passer. Par contre, si vous faites le retour en arrière 30 ans après, je peux vous dire que vous allez avoir les glandes parce que vous allez laisser un paquet de milliers d'euros sur le tapis. Et faites des simulations il y a des sites comme financer.com où vous pouvez faire justement des calculs d'intérêts composés. Essayez de vous amuser là-dessus, changer de 1% sur 30 ans et tout. Vous allez voir que c'est vraiment impressionnant la différence qu'on peut avoir. Et du coup, les Ouais. ETF sont super par rapport justement par rapport à ça, par rapport aux frais, par rapport aux banques. Parce que les banques pratiquent des frais beaucoup plus élevés. Après, forcément, c'est normal aussi parce qu'ils ont du personnel à rémunérer, etc. Donc, c'est pas du tout le même business model, on va dire. Ouais, ouais, le même type de Donc, gestion, ouais. voilà. Mais par contre, si vous vous intéressez à la bourse et à l'investissement, les ETF, c'est vraiment top pour ça. Parce que les ETF, les frais sont assez faibles. Ok. Un autre point qu'on peut aborder sur la sélection, mais c'est aussi sur quel support détenir, parce que les ETF ne sont pas tous éligibles sur tous les portefeuilles. Ouais. Euh, pour toi, tu conseillerais de commencer par quoi? Est-ce que on va d'abord ouvrir son PEA, combler son PEA, et puis derrière ça, ouvrir son compte titre, assurance vie? T'en penses quoi, toi? Alors, pour moi, l'enveloppe phare, c'est le PEA.
parce qu'aujourd'hui, il y a des ETF, alors on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des ETF synthétiques qui nous permettent, alors pour revenir un petit peu en arrière, le PEA, en fait, vous pouvez investir normalement uniquement sur les entreprises européennes. Donc c'est assez limitant en fait. Mais il y a du coup les entreprises, les émetteurs des ETF, ils ont créé des produits financiers qui vous permettent de suivre les marchés euh, en dehors de l'Europe grâce à des ETF et une réplication synthétique. On va passer les détails ici, c'est pas très grave. Du coup, grâce au PEA, vous pouvez investir quasiment partout dans le monde. Donc ça, c'est au final la grosse contrainte du PEA, vous l'avez plus. Elle est sautée, ouais. Et exactement. Et le PEA, au bout de 5 ans, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, donc vous avez uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc vous avez 12,8% d'impôts en moins sur les plus-values que vous allez avoir, ce qui est pas négligeable du tout. Ah, pas Donc du tout. c'est une enveloppe pour ça qui est super intéressante. Donc pour tous les ETF dans votre stratégie qui sont éligibles au PEA, moi je les mettrai dans le PEA. Ensuite, il y a certains ETF qui ne sont pas éligibles au PEA. Et ça, du coup, si on va aller sur des ETF, par exemple, tout à l'heure, je parlais des ETF avec un facteur de quality ou de momentum. Ceux-là, ils ne sont pas éligibles au PEA. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur du compte titre. Par contre, il y a quelque chose qui est très très important sur le compte titre, c'est que le compte titre, vous allez être fiscalisé dès que vous allez toucher un dividende ou encaisser une plus-value. Donc, prenez absolument, et ça c'est, si vous voulez éviter la fiscalité et optimiser au maximum, prenez absolument des ETF capitalisant sur compte titre. Sur le PEA, c'est un peu moins grave parce qu'au final, c'est un vase clos. Donc le PEA, même si vous Tant que tu touchez un sors pas, dividende, ouais. tant que vous sortez pas du PEA, vous pouvez les réinvestir. Donc c'est pas très grave. Par contre, sur le compte titre, bah, ça fait un peu chier de se faire imposer à chaque fois que vous allez avoir un dividende, surtout si vous voulez les éviter. Donc, capitalisant sur compte titre. Et après, l'assurance vie, c'est aussi une enveloppe qui fiscalement est avantageuse et ça peut être très adapté à quelqu'un qui veut potentiellement préparer une transmission ou quelque chose, hein. C'est une enveloppe qui permet de faire ça. Moi, si on parle, je ne sais pas quel âge a ton audience en moyenne, mais si les gens sont assez jeunes qui nous écoutent, On est dans la PEA, trentaine. compte titre, ouais, PEA, compte titre, je pense que déjà c'est très très bien. Mais l'assurance vie, il faut se renseigner quand même parce qu'il y a il y a de quoi faire là-dessus. Ouais, ouais. Surtout que sur l'assurance vie, on va divaguer un petit peu, mais vous pouvez avoir des fonds euros qui rémunèrent bien mieux que le livret A. Le fonds euro, c'est capital garanti, donc ça peut être intéressant de s'y intéresser. Moi, je sais que je conseille l'assurance vie, grosso modo, uniquement pour sa flexibilité. Au lieu de laisser dormir son argent sur le livret A, Mm. autant le mettre sur une assurance vie. Tu gardes juste peut-être un petit sac, je sais pas, de 3 4 000, 5 000 euros sur ton compte. Et le reste, tu le mets sur ton assurance vie. Parce que dans tous les cas, si tu as besoin d'argent, tu peux le libérer sous 3 4 jours. 72 heures. Ouais, Ouais, 72 heures, les bonnes assurances vie, tu as récupéré tes fonds. voilà. Donc, Et en plus de ça, on peut faire. Alors, ça, c'est plus poussé, mais les ETF, il y a aussi des ETF obligataires. Donc, les ETF sur des obligations. Et donc, on peut potentiellement créer sur l'assurance vie une poche de cash, entre guillemets, mais de cash rémunéré. ouais, Avec le fonds euro, plus des ETF obligataires, par exemple, si on va sur des obligations à haut rendement, par exemple, avec un petit peu de haut rendement, un petit peu d'obligations 10 ans américains, etc. Pour essayer de dynamiser un petit peu le cash, ça peut être hyper intéressant. Et les ouais. ETF, ça prend aussi tout son intérêt grâce à ça. Tout à l'heure, je t'expliquais en off que c'est vrai quand même que il faut avoir quand même une certaine assiduité pardon, sur ces investissements en ETF parce que moi, en fait, au début, j'ai fait ça comme ci, comme ça. Et c'est vrai que bah, euh, j'ai perdu un peu genre mon coût de revient, toutes mes choses comme ça. Comment toi, tu fais pour contrôler un peu l'évolution de tes investissements? Est-ce que tu es sur un bon vieux Excel qui fait l'affaire ou tu as peut-être des choses à nous faire connaître, à nous recommander? Alors, moi personnellement, j'ai le bon vieux Google Sheet que je remplis, je remplis, ça me permet de suivre tous mes ETF. Donc là, bah, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais j'ai fait une vidéo là-dessus justement pour vous montrer comment traquer vos ETF, où je donne le fichier. Donc si jamais ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Ça, c'est entièrement gratos, je vous le donne. Et justement, grâce à ce fichier, j'arrive à suivre mes ETF parce que j'ai tout automatisé avec Google Finance, etc. Et j'ai juste à rentrer la quantité de l'ETF, combien j'en ai et mon prix moyen.
Et ensuite, tout est automatisé. Je vois le pourcentage que j'ai de cet ETF dans mon portefeuille, je vois sa performance, je vois son coût actuel et mon prix de revient, etc. etc. Et du coup, en faisant ça sur tous les ETF, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon portefeuille. Donc en fait, aujourd'hui, gratuitement, parce que je le fais moi-même, mais ça me prend quoi? Une minute à chaque fois que j'achète un ETF, c'est-à-dire 2 fois dans le mois, ça me prend une minute de mettre le tableau à jour vu que j'ai juste une petite quantité à changer et un petit prix moyen. Et tout le reste, c'est automatique tout le temps. Donc moi, c'est le bon vieux Google Sheet. Après, il y a des outils qui sont super sympas comme Finari par exemple, qui est, Ouais. Alors je suis sur Finari. c'est super cool, mais après, ça reste une solution payante. Et moi, j'y ai pas utilisé personnellement, donc je sais que c'est bien, j'en suis persuadé. De toute façon, les retours sont très bons, même si je crois qu'il y a quelques petits ratés parfois au niveau du suivi et que pour poursuivre certains investissements, c'est assez compliqué. Ouais, 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 je confirme. Donc voilà, moi je préfère le faire moi-même, au moins je sais que j'arrive à tout suivre, même si ça me prend du temps et que c'est manuel et c'est bien moins stylé que Finari. Mais voilà, pour ceux qui veulent pas le gérer, et ce que je comprends tout à fait, je pense que Finari est une très bonne option, parce que c'est pas trop cher. En plus, enfin le tarif je les connais pas trop, mais je crois que c'est abordable, hein. Tu payes combien? Alors non, moi je suis sur la partie free. Ouais, Il me semble que c'est 12 balles ou 10 balles, un truc ouais, comme en ça. plus il y a une partie gratuite, donc ça peut Oui, être oui, super oui. cool, hein. Ouais, bah en fait, alors, je vais pas faire le gars, mais ça fait un mois que je pense que je teste. Et Ouais, c'était surtout pour voir un peu si ça arrivait à bien suivre la fluctuation de mes placements financiers. ouais, Et j'ai trouvé quand même une différence. ouais. Donc je suis pas totalement. Parce que tu vois, moi, C'est cool parce que le site est vraiment pas mal fait. ouais, Tu c'est joli, peux, ça a de la gueule, hein. ouais, Franchement, quand on voit ça le a de la site, gueule. Tu peux lier beaucoup de choses. Tu peux lier ton compte crypto, tes comptes. Moi, je suis chez Bourse Direct, mais tu peux lier vraiment mhm. absolument tout. Tu vois en temps réel, mais voilà, je te dis, il y a quand même une certaine différence entre ce qui est affiché et ce que j'ai réellement. Et Ouais, je pense que sur la partie free, je vais rester. Par contre, de là à les payer, non. Parce que moi, derrière ça, en fait, j'ai mon petit Excel oui. qui fait bien le taf. Et Bah, c'est puis ça, et voilà. puis moi, tu vois, même pour mon portefeuille à dividendes, j'ai créé tout un fichier qui me permet de tout automatiser. Je sais combien de dividendes je vais toucher, etc., etc. Enfin, j'ai pas mal bossé dessus, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors certes, c'est moins sexy qu'un beau site, Ouais, ça, mais ça c'est fait le sûr. taf. C'est sûr. Après, il y a Moning aussi qui est pas mal, je crois, pour suivre son portefeuille. C'est Ouais, la plateforme de Sébastien Coubard. Alors ça, j'ai pas testé personnellement, mais je me suis baladé sur le site. Il y a quand même pas mal enfin, une partie gratuite où on peut aller voir un petit peu les produits, etc. Et c'est pas mal foutu. Et ils évoluent bien, je crois. Je suis un peu le forum. Il y a moyen que je bascule là-dessus un jour. Je sais pas quand, mais le jour où j'en ai marre de rentrer mes trucs, ouais, potentiellement j'ai j'irai. été jeter un coup d'œil aussi sur Morning. C'est vrai que c'est fluide, c'est interactif et c'est plutôt pas mal. C'est Ouais, plutôt pas c'est bien, mal. ouais. Clément, au début de l'épisode, tu m'as parlé que tu avais investi sur Yomoni. Ouais, Euh, t'as un petit feedback. Moi, alors personnellement, j'ai jamais fait de gestion pilotée. J'ai toujours tout géré moi-même. ouais. T'en penses quoi? Ça t'a. Alors, alors moi, je suis. Quand on s'intéresse à l'investissement comme toi et moi, aujourd'hui, c'est pas forcément l'investissement sur lequel j'irai, parce que il y a forcément des frais beaucoup plus élevés. Tout à l'heure, on parlait on bataillait entre 0,3 et 0,6%. Chez Yomoni, c'est 1,6. Donc déjà, ça fait une sacrée différence. Après, chez Yomoni, moi, j'y suis allé aussi. Donc j'avais déjà une assurance vie que j'ai laissé tourner parce que ça sera du moyen terme. Donc au final, les intérêts composés auront pas le temps de me défoncer au niveau des frais. Parce que c'est une enveloppe que je vais utiliser, je pense, pour de l'immobilier plus tard, enfin Mhm. dans quelques années. Là, j'ai créé une deuxième assurance vie alors, à 70% en fonds euros et 30% en obligations, qui a des frais de 0,9%. Donc ça, c'est pas mal parce que les assurances vie sont souvent avec des frais de 0,6%, entre 0,5 et 0,6, plus ensuite les frais des unités de compte. Donc l'un dans l'autre, on était quasiment pareil. Ouais, t'es pas mal. Et ça me permet de créer justement la petite poche de cash dont on parlait tout à l'heure, entre le fonds euro plus les obligations. Donc ça, j'ai pas trop de recul dessus vu que c'est tout récent. Mais voilà, c'est la seule chose que je fais dessus. Ça restera sûrement pas à long terme, ça c'est sûr. Par contre, moi je le conseille autour de moi pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'investissement.
il y en a quand même beaucoup qui s'en tapent. Ouais, Et ouais, moi, ouais. je peux comprendre complètement. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est dommage juste de laisser dormir votre argent sur des placements qui sont pas top ou carrément en cash, c'est encore pire. Donc pour ces gens-là, moi j'aurais tendance à conseiller Yomoni parce que vous avez rien à faire. À partir du moment où vous avez fait un dépôt initial et que vous mettez un virement récurrent, ça sera toujours mieux que laisser votre argent sur le compte courant et ça sera sûrement bien mieux que les banques. Donc pour moi, c'est le juste milieu entre j'essaie de m'améliorer sur mes finances personnelles et j'ai envie d'investir, mais j'ai pas envie de me prendre le choix à essayer de comprendre quoi que ce soit, donc je délègue. Et Ouais. pour moi, Yomoni a cette place-là. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont perdurer et que les robots advisors aussi, parce qu'ils ont un marché qui est entre nous, qui Ouais, ouais, s'intéressons ouais. beaucoup aux investissements, et ceux qui ne veulent pas investir. Ouais, ceux qui sont absolument pas intéressés, mais qui, voilà, Ex- qui cherchent quand même à essayer de faire fructifier, mais sans, C'est ça. sans Et mettre les mains dedans, quoi. il y en a plein, hein. Moi, ma sœur, mon père, je les ai mis sur Yomoni, hein. Parce que aller leur expliquer que il faut acheter des ETF, truc. Et encore, ma sœur, elle est jeune, donc j'essaie, je vais l'offrir, enfin, je vais lui conseiller d'ouvrir un PEA, ce qu'elle a fait, et je vais essayer de lui expliquer petit à petit comment faire, parce que elle aura toute sa vie devant elle pour en profiter derrière. Mais mon père, par exemple, il a 54. Bah déjà, enfin, il veut plus batailler à essayer de comprendre quoi que ce soit, donc Yomoni, c'est potentiellement plus adapté pour lui. Yes, ok, ça marche. Bon, écoute, on a fait, ça fait quoi? Ça fait 1 heure. On est pas mal, hein, je pense. On a fait le tour de la question sur les On ETF. est, on est bien, ouais. Ouais, on est pas mal. Franchement, merci, merci beaucoup, Clément. Bah, avec plaisir, c'était Euh, cool, super cool. ouais, bah écoute, c'est franchement plaisir partagé. Je vais te laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si tu peux un peu nous dire un peu ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Alors sur ma chaîne, je fais 2 types de vidéos. Je fais des interviews où j'invite des investisseurs qui sont souvent aussi youtubeurs pour parler d'investissement, et on parle bah, souvent de leur stratégie, de leur portefeuille, ce qu'ils ont mis en place, leur parcours, etc. Un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça, je fais cette partie-là sur YouTube, et je fais aussi des vidéos éducatives où moi je suis tout seul, où j'essaie d'expliquer les principes de la bourse, bah, essayer de faire comprendre aux gens que la bourse c'est cool et qu'avec ça on peut faire des super choses. Donc je fais les 2 types de vidéos, et voilà. Et du coup, là prochainement, je vais faire une série de 6 vidéos où je vais essayer d'accompagner les gens qui sont totalement débutants pour essayer de construire des bonnes bases au niveau finance pour ensuite aller vers l'investissement en bourse. Donc ça va passer par calculer son patrimoine, calculer son taux d'épargne, comment créer une allocation d'actifs, ouvrir un PEA, comment passer un ordre, etc. Essayer de faire une petite série de quelques vidéos comme ça pour prendre les gens du point A et les emmener au point Z du débutant, on va dire. Ouais, Mais voilà ce qui va arriver. Et donc ça, c'est pour YouTube. c'est pas mal. Et C'est quoi ta chaîne? C'est c'est Clément Clément Bravo. Bravo. Voilà, mon nom, mon prénom. De toute façon, je vous Et mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. c'est cool, merci. Et après sur Instagram, pareil, Clément Bravo avec un tiré du 9 entre Clément et Bravo et un tiré du 9 après Bravo. Et là, je fais des posts, je fais des posts éducatifs qui sont beaucoup plus, enfin, rapides à consommer, on va dire. Parce que ce que je trouvais dommage sur YouTube, c'est que enfin, dommage. C'est que c'est long, on Ouais, rentre c'est un peu vachement plus en long. profondeur dans le sujet. Donc c'est très cool. Mais pour les gens qui ont envie de consommer du contenu, Rapide, du, ouais, du- ouais, du ouais. fast contenu, on va dire, Instagram, c'est beaucoup plus adapté. Donc j'essaie de faire du contenu sur Instagram également. Donc voilà. Et je raconte un petit peu plus ma vie aussi sur Instagram via des stories et ce genre de choses. Ça, ça marche. Bon, écoute, Voilà. Clément, je te remercie encore. Et Bah, puis, merci à toi. je te laisse le mot de la fin. Bah, investissez en bourse, c'est cool. Allez, ciao, ciao. Ciao. Et voilà les amis, je vous reprends pour clôturer cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, que vous avez appris pas mal de choses. Je remercie encore Clément d'avoir accordé son temps pour nous expliquer aussi sa stratégie sur les ETF, comment il utilise, comment on les trouve, etc. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à partager ce podcast, le faire connaître, allez sur votre application de podcast préférée, notez le 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me motive à continuer toujours pour des choses meilleures. N'hésitez pas surtout aussi à aller soutenir Clément sur YouTube. Vous allez apprendre énormément de choses. Vous retrouvez tous les contacts nécessaires dans les renseignements de cet épisode.
Donc allez faire un tour, ça, je vous rappelle les amis, c'est du contenu gratuit. Soutenez, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Les amis, n'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.